Et bonjour. Alors, il faut que je coupe mon son. J'ai la voix un peu enrouée, je suis désolé. Attendez, je vais m'ébrouer. Ça devrait être mieux. Ah non, j'ai la voix un peu cassée. Je vois qu'il y a déjà quelqu'un. Bonjour à toi. Qui est-ce? Qui est avec nous? Est-ce qu'on m'entend déjà? Ça, c'est important. Alors, je vois que ça se remplit un peu. Salut Simon, ça fait plaisir que tu sois là. Tu seras le premier invité, si tout va bien, la semaine prochaine. Je peux monter le son, ok. Alors, ouais, bien sûr. Alors, c'est surprenant parce que la semaine dernière, j'étais moins fort que ça, je m'en suis rendu compte après. Alors, j'ai mon chat qui ouvre la porte. Je vais aller l'enfermer, je reviens. Alors, me revoilà, avec la voix un peu mieux, on dirait. Alors, est-ce qu'on m'entend correctement ou pas? Est-ce qu'on m'entend assez fort? Ok, super, merci Simon. Alors, je ne sais pas qui est avec nous, mais en tout cas, soyez tous bienvenus. Alors, c'est peut-être des gens qui passaient, tiens, je vois qu'ils repartent, ils ont vu que l'image bougeait pas, ils se sont dit, bon, ça va pas être très intéressant. Alors, je vais faire la présentation de ce soir, parce qu'il est 21h, on va être à l'heure. Donc, cette deuxième séance, j'ai décidé de la faire sous... Salut, Landine. Bienvenue, content de te voir. Donc, je disais, cette deuxième séance, j'ai décidé de la faire sous l'auspice tout simplement de la beauté, de l'esthétisme. Donc, on va aller chercher les coins les plus impressionnants, les points de vue les plus impressionnants du système solaire et puis ensuite de l'univers. On sortira de notre système solaire pour voir quelques galaxies ou nébuleuses ou autres vraiment remarquables ou étonnantes. Hey, salut Evelyne! Bienvenue, c'est cool que tu sois là. Ah! Tu n'entends rien? Alors ça, c'est pas normal, Blandine. Et toi, Evelyne, tu entends quelque chose? Salut Marion. Salut, salut. Bon, je vais lancer... Alors, je sais pas si je vais me faire attraper pour les droits de ça. Je suis pas sûr. J'espère que non. Je trouvais ça sympa de commencer comme ça. Toi, tu entends. Ok, c'est cool. Tu me vois pas? Oui. Alors, Evelyne, c'est normal. En fait, j'avais juste mis ma petite trogne en haut. Parce que j'ai pas encore de cam sur l'ordinateur que j'utilise pour streamer. Voilà. Il n'a pas de webcam. Il faut que j'en achète une. Et puis, bon, je trouvais que c'était pas... hyper urgent. Est-ce que vous avez le son aussi? To Major Tom. Ground control to Major Tom. Là, je suis un peu embêté parce que apparemment tout le monde entend. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ce que je peux faire, je peux monter mon micro, mais Ground control voilà, to j'ai monté le Major micro. Tom. Je peux pas faire bien mieux. Commencing countdown engines on. Vous avez le son de Mike de Chris Hadfield, pardon, Detach from qui nous fait station une superbe and version de may Space God's Odyssey. love be with you. Merci. Ouais, alors elle est un peu particulière sa version. Il l'a enregistrée le soir ou le jour où il a appris la mort de Bowie. This is ground control to Major Tom. En turbo. You've really made the Donc, grade. je trouvais ça sympa de commencer And the papers want to know who shows you where. parce que c'est là où je But vais it's time to guide the capsule if you dare.
Et voilà. Ah bah non, pas voilà alors. J'ai planté, enfin j'ai planté. Moi j'ai pas planté, mais mon logiciel a planté. Alors on le relance, c'est pas bien grave. C'est la première fois qu'il me le fait. Hein. J'ai du bol. Alors, tac, tac. Voilà, donc j'avais envie pour commencer ce survol des plus jolis coins du système solaire et de l'univers de commencer tout simplement par l'ISS. Alors oui, je dis tout simplement parce que c'est évidemment un coin où on peut avoir un point de vue exceptionnel sur la Terre. Alors on va s'approcher doucement de l'ISS. Alors elle est super bien modélisée ici. Hein. On a, on va s'approcher encore plus près. On arrive par le module Zvezda, qui est un module qui a été monté assez vite. Donc c'est celui-ci dans les années 2000. Ici devant là, on a le module. Alors je me souviens jamais de son nom, Zarya, je crois. Ouais, Zarya, qui est le tout premier module, donc qui est celui qui est au milieu là, vraiment au milieu de l'image, celui-là, qui a été mis en orbite en 98, et ensuite tout est installé, tout a été assemblé autour Unity, qui est un petit peu plus loin. On va s'approcher. Voilà, là on s'approche de Zarya. Donc ça c'est des modules russes, hein. Zavda et Zarya. Zavda c'est l'aube. Zarya c'est non c'est le contraire. Zarya c'est, si je me souviens bien, oui, c'est l'aube, et Zvezda, c'est celui qui est là, c'est l'étoile. Là, on a le module Tranquility avec la coupole qu'on ira visiter. Salut Noé, merci de passer, c'est super gentil. Merci, c'est gentil quand même, ça fait plaisir, c'est super sympa. Et donc là, on a Unity en fait au centre, hein, qui porte bien son nom parce que bah, voilà, tout est installé plus ou moins sur Unity. Donc si on reprend un peu de recul, on va voir la grande poutre, voilà, qui est ici, qui traverse tout l'écran, cette grande poutre de 100 mètres, hein, qui est absolument gigantesque. Et devant, là, on a les modules européens, tout en haut à droite de votre écran. Bah, l'espèce de tige un peu bizarre, là, c'est le fameux Canadarm, c'est le bras robotique canadien qui fait, je crois, un truc de fou, il fait plus de 10 mètres, il me semble. Je crois qu'il fait jusqu'à 17 mètres, c'est complètement incroyable. Là, on a le module juste devant derrière Canadarm. On a le module de Thomas Pesquet. Alors, est-ce qu'on va le voir, Thomas? Est-ce que tu es ici, Thomas? Ah non, on le voit pas. Mais on voit le petit écusson ESA quand même. Hein. Ah ben non, on voit l'écusson de NASA. Ah pardon. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Et non, pourtant, normalement, c'est... Tiens, normalement, c'est le module Columbia de l'ESA, mais je vois qu'il y a l'écusson NASA. Bon, si quelqu'un sait pourquoi je me trompe, genre Marion qui connaît bien l'ISS, hésite pas. Ici, là, en enfilade, on a le module japonais. Et là, le truc qui dépasse, plus ou moins au centre, en dessous du module japonais, là, l'espèce de bec un peu bizarre, c'est, je crois, là où vient se docker le Crew Dragon maintenant. Voilà, ici, là. Vous allez le voir. Voilà, là, on a le Crew Dragon qui vient se docker. Et donc, ben, on va aller voir la fameuse coupole. Et on pourrait même, ça pourrait être sympa. Tu connais pas si bien l'ISS, t'as oublié. Mais ouais, hein, c'est fou comme on oublie. Mais moi, j'ai oublié plein de trucs depuis un an que je travaille plus au planétarium. Faut vraiment que je me remette ça en tête. C'est encore bon, l'ISS pour être très franc, c'est pas le truc que je connaissais le mieux, mais même au niveau voilà, explication de phénomènes physiques, par exemple l'imagerie des trous noirs ou autre, je me rends compte que quand on pratique pas, on perd quoi. Alors, je vous propose de rentrer tout simplement dans la coupole, ça peut être super sympa. Alors on voit que bah voilà, on a les ordinateurs et on a en fait tout qui est vraiment très 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 bien reproduit. Et en fait, ce que je vous propose, je trouvais que c'était assez sympa,
c'est d'aller s'offrir un petit lever de soleil dans l'ISS. Hop, pardon, c'est pas ici, excusez-moi. C'est là. Tac. Voilà. Alors, là, on va prendre un tout petit peu de champ. Voilà. Et alors, regardez, on va voir une ville. Voilà, on voit des petites lumières des villes en haut à gauche. Et à droite, là-bas, vous allez voir, alors c'est normal, hein, pour l'instant vous voyez pas grand chose, on est vraiment côté nuit de la Terre, mais voilà, vous voyez des petites lueurs vertes. Alors ce que je peux faire, c'est que je peux les augmenter légèrement. Vous avez peut-être compris. Oh ben non, elles sont à 10, c'est déjà bien, c'est les aurores. Donc on va survoler des aurores polaires. Alors j'accélère un peu parce que c'est bien que ce soit lent, mais quand même. Voilà, on s'approche des aurores. On ira peut-être même les voler au milieu d'elles. Donc là, c'est des aurores typiquement vertes. Hein, donc c'est qu'elles se produisent à environ 80 km du sol de nous. En général, quand elles sont roses et bleues, c'est que la rencontre des particules du vent solaire, parce que les aurores sont produites par ça, avec les particules de notre atmosphère se font en plus haute atmosphère. Donc c'est des particules différentes, des molécules différentes. Et les particules solaires sont plus chargées d'énergie vu qu'elles ont moins traversé l'atmosphère. Donc voilà, on est en plein milieu des aurores et, ben, on voit aussi voilà, le lever du soleil au loin. On voit le limbe, regardez là, j'ai mis en pause. Juste sous l'aurore, on voit le limbe bleuté de l'atmosphère et le rouge caractéristique du lever de soleil. Et voilà, on a un lever de soleil dans l'ISS. Quand je vous avais dit que je vous préparais des trucs sympas, j'ai essayé de faire ça bien. Vous imaginez voir ça en vrai quand même, et 16 fois par jour en plus. Ça doit être assez incroyable. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire un truc sympa. On va accélérer, on a passé les aurores. On va carrément faire comme si on était un astronaute. Je vais attendre qu'il y ait des territoires en dessous, des îles. Ça devrait arriver. Allez, j'accélère un peu pour que ça arrive plus vite. On passe des nuages, des nuages, des nuages. Et logiquement, voilà, on arrive à de la côte. Alors, ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire une sortie extravéhiculaire. Ce terme un peu barbare pour dire que on se croirait en boîte de nuit. Sympa. Merci Simon. Ce terme un peu barbare pour dire qu'on va sortir dans l'espace. Hop là. Voilà, vous êtes prêts? Vous avez mis votre masque et votre tuba. On va y aller plus doucement quand même, je suis allé un peu fort là. Et voilà, on sort. La Terre face à nous. Alors voilà, en vrai, c'est là qu'on devrait ressentir le fameux overview effect. L'effet de surplomb, le choc émotionnel qui prend les astronautes quand ils se retrouvent face à la Terre. Hop. Et en plus, on a une jolie vue parce que regardez, au-dessus du limbe de la Terre, on a les Pléiades. Alors on va quitter l'ISS et on va partir. Alors est-ce que c'est l'Amérique du Sud? Ouais, il me semble. Je suis pas sûr, mais je crois. Non, je sais même pas. C'est dur de reconnaître comme ça du dessus. Alors, ce qu'on pourrait faire... Est-ce qu'on a encore les aurores ici? Non, elles sont loin. Bon, on va tout simplement traverser la surface de la Terre. Voilà. Je suis toujours impressionné par... on s'y croirait, quoi.
On s'y croirait vraiment, je trouve. C'est super bien modélisé. Donc voilà, là on voit l'atmosphère, qui est cette pellicule très très fine, qui choque tous les astronautes. Et donc on a parlé d'aurore, alors on en a un petit peu parlé la dernière fois déjà, mais comme c'est vraiment un des phénomènes peut-être les plus impressionnants visuellement qu'on puisse voir depuis la Terre, et qui est quand même réservé vraiment à des privilégiés, quoi. Je sais pas, il y en a parmi vous qui ont déjà vu des aurores, en vrai? Moi, c'est pas mon cas, hein. J'ai un ami il y a 2 ans qui en a profité vers la Norvège. Je sais pas si vous en avez déjà vu. Alors, je les cherche là. Et ouais, pas toi. Marion, je sais plus, t'en as déjà vu toi? Alors, on va prendre beaucoup de recul. Donc voilà, là, on a l'Antarctique, donc on devrait avoir des aurores. Alors, on va se mettre dedans. On a la Lune aussi, là, sur la gauche de l'image. Donc on peut aller se faire un point de vue pas mal dans les aurores. On va les faire danser un peu plus avec la Lune. Voilà. On a la Lune pile au milieu des aurores, là. Tout le monde dort, à part Blandine. Donc là, on se fait peut-être un petit peu irradier quand même, hein. On est à 80 km environ du sol. À mon avis, on reçoit un petit peu du rayonnement quand même, hein. Alors, est-ce que je vous montre dès maintenant le champ magnétique terrestre, à quoi il ressemble? Allez, oui, parce que c'est assez sympa en fait. Quand on voit les rideaux d'aurore là devant nous qui dansent, en fait, on voit le champ magnétique, on le révèle, quoi. C'est un petit peu comme avec du sable très très fin, on peut révéler la forme des ondes en les faisant, en donnant des petits coups sur une plaque en fer avec du sable fin ou avec de la farine. Là, de la même manière, on voit en fait une partie du champ magnétique. Donc le champ magnétique terrestre, il ressemble à ça. Et donc, bon, j'imagine que vous avez tous vu ce genre de représentation. Donc les lignes du champ magnétique sont issues de la rotation du noyau terrestre et donc s'échappent on va dire de la croûte terrestre par les pôles. Et donc c'est pour ça que les particules, les protons et les électrons qui sont piégés par le champ magnétique terrestre, les protons et les électrons solaires, se retrouvent piégés dans cette petite zone de quelques milliers de kilomètres du pôle nord et du pôle sud, on va dire, pour simplifier, zones dans lesquelles on peut voir les aurores le plus souvent. Mais voilà, quand il y a des événements extraordinaires, comme le fameux événement de Carrington au XIXe siècle, ou des événements d'éruption solaire très très puissants, on peut avoir des aurores à d'autres latitudes. Mais ça reste rare, et heureusement. Il y avait une étude d'ailleurs américaine là, qui avait été faite pour voir combien ça coûterait et combien de temps on mettrait à tout reconstruire si un événement de type Carrington survenait là prochainement. Mais en fait, c'est assez hallucinant. On mettrait, je crois, 150 ans à tout reconstruire, ou 50 ans à tout reconstruire, et ça coûterait plus de 1500 milliards de dollars. Et en gros, on se retrouverait à l'âge de pierre avec plein de gens qui meurent parce qu'on n'a plus d'infrastructures électriques, etc., etc. Alors, même si on l'a fait quand même la dernière fois, on va retourner un petit peu voir le soleil parce que pour parler des aurores, c'est toujours plus logique d'aller voir le soleil. Ah, zut. J'ai fait une bêtise, mais c'est très beau en même temps. Je fais une bêtise qui nous offre un joli lever de soleil, là, où on voit le soleil qui apparaît dans les limbes terrestres. Mais bon, c'était quand même pas ce que je voulais faire. Voilà, on va filer voir le soleil. Tac, c'est bon, on le suit. Donc on voyage à une vitesse... Et si on enterrait les installations électriques, bah... oui, c'est une très bonne question. Probablement... Alors, elles vont pas toutes éclater, hein, elles vont pas toutes complètement saturer et exploser, mais une grande majorité, et en fait ça suffirait pour que la plupart des hôpitaux ne puissent plus fonctionner,
voilà, même s'il y en a quelques-unes qui tiennent, où les groupes électroniques ou les groupes électrogènes ou autres ne seraient pas touchés, hein. Tout ce qui n'est pas en fonctionnement en fait ne serait pas touché. Mais 95% ou 80% des installations humaines seraient détruites en fait. Ce qui suffirait largement à provoquer des dizaines de milliers de morts. Alors, donc on se rapproche de notre naine jaune qui nous apporte la vie et la lumière. Et on va tellement se rapprocher que je vais vous remontrer la granularité, parce que je suis toujours aussi fan. Je suis vraiment content de pouvoir l'observer d'aussi près. Je vais d'ailleurs mettre le soleil en mouvement. Je vais accélérer un petit peu sa rotation pour qu'on puisse voir bouger un peu. Je trouve ça plus sympa quand ça bouge. Hop, voilà. Et donc, ah oui, je voulais faire un petit vol en rasemote. En rasemote du soleil. Un truc qu'on peut absolument pas faire et qui est quand même très impressionnant. Voilà. Donc sur une tache solaire. Alors je vous avais montré la tache solaire en gros plan la dernière fois. Bon, c'est très court. Je peux peut-être vous la remontrer parce qu'après je vais vous montrer une éruption. Donc voilà une tache solaire en gros plan, filmée je crois bien depuis le sol. Hein. Ça c'est très étonnant, mais je crois que c'est filmé depuis le sol. Et maintenant je vous propose alors une éruption solaire. Allez, une éruption solaire. On va voir une éjection. Il y a tellement de matière qui remonte que les lignes magnétiques du Soleil sont saturées, peuvent se casser. Et là, on a une éruption solaire. Ouais, c'est splendide. Hein. Le son de la musique est assourdissant. Oh! Pardon. Fallait me le dire. Bien joué. Tu as bien fait. Je suis désolé. Ouais, j'ai oublié de la baisser. Excusez-moi. Je crois que c'était voilà, l'éruption de 2012 qui s'est heureusement pas produite en direction de la Terre. On voit bien, hein, là, on voit de manière orthogonale, enfin c'est à 90 degrés par rapport à nous. Si ça avait été en plein sur la Terre, on était tous cramés et c'était un événement de type Carrington, comme au 19e siècle. Donc voilà, on redevenait des hommes des cavernes. Et j'ai un autre truc assez dingue à vous montrer, qui est un peu dans le même genre, mais qui n'est pas une éruption solaire, moi je préfère encore. C'est une boucle coronale. Vous allez voir, c'est complètement fou. Je le vire. Hop là. Donc on voit la Terre à l'échelle là qui va apparaître. Voilà, donc c'est vraiment gigantesque. On pourrait la faire passer plusieurs fois sous ces arches de plasma. Donc là où c'est blanc, c'est qu'on est à plus d'1 million de degrés. Hein. Donc c'est beaucoup plus chaud que la surface du Soleil. La surface qui est environ 5500 degrés.
quand c'est rouge, là dans la chromosphère, on est plutôt à 3000-3500 degrés. J'oublie pas, Evelyne, que je dois te parler de la granularité du Soleil sur laquelle on va retourner après. Et donc là, on voit, voilà, moi, c'est ce moment que j'adore, c'est quand les boucles, enfin la boucle de plasma retombe en plasma absolument brûlant sur la surface du Soleil. Donc là, en fait, il n'y a pas eu assez de dynamique pour que ça casse la cage magnétique dans laquelle se trouve ce plasma éjecté de la surface. C'est la différence avec une éruption solaire. Une éruption solaire, il y a une telle dynamique que le plasma est éjecté du champ magnétique solaire. Et donc ce qui se passe, c'est que quand il y a cette matière qui est éjectée du champ magnétique solaire, de la surface du Soleil, le champ magnétique solaire se recombine avec le champ magnétique terrestre. Et donc ces protons et ces électrons voyagent dans l'espace jusqu'à la Terre et jusqu'à interagir avec notre atmosphère et provoquer les aurores. Voilà. Et on arrive à la fin de cette vidéo qui est splendide. Donc cette granularité, c'est comme ça qu'est la surface du Soleil. Donc là, je la remets. Voilà. C'est comme ça qu'est la surface de notre Soleil, Blandine, en fait. Ça fait des petites cellules. Là où c'est sombre, c'est un tout petit peu moins chaud. Au lieu d'être à 5000 degrés, ça doit être à 2000 ou 4000. Il y a plusieurs milliers de degrés en moins. Et ces cellules, qui sont des cellules convectives, en fait, c'est là où la chaleur remonte, là où la matière remonte, elles ont la taille d'un État environ, un État américain, donc c'est gigantesque. Allez, on va décoller de là. Alors, j'ai prévu de vous emmener voir Mars ensuite. Je parlais d'un lever de soleil sur Mars. Alors ouais, il y aura beaucoup de levées et de couchers de soleil. Enfin, il y aura beaucoup. On en a déjà fait. Et je vais vous en offrir maintenant sur Mars. Et les petits bruits, c'est mon chat qui mange ses croquettes à côté. Alors, voilà les orbites du système solaire. Donc, c'est bon, on suit le soleil. Hop, on prend du champ. Donc, l'orbite autour du soleil directement, c'est Mercure. Ensuite, celle à droite, la planète, là, c'est Vénus. La Terre en bas. Et donc Mars ici. Voilà, la belle planète rouge. Alors on peut tricher un peu, faire comme ils font sur les photos de la NASA. On peut se rajouter un petit peu de contraste. Pardon, c'est là. Tac. Voilà, pour la rendre bien bien rouge. Donc en vrai, elle doit être un peu moins rouge que ça. Les rouges montrent une ligne de séparation, ce qui m'étonne pour une différence de température. Les rouges... comment ça, les rouges? Tu parlais du Soleil ou des orbites? Du Soleil, il n'y avait pas de rouge, en fait. Enfin, comment dire? Tu parles plus de la granularité, alors, parce que la granularité, c'est sur la photosphère. Sur la photosphère, la température étant de 5500 degrés, on est dans le jaune-blanc. On est dans le jaune qui tire sur le blanc. La couleur rouge, c'est plus dans la chromosphère. Donc c'est la zone qui enveloppe la photosphère, qu'on ne voit pas malgré tout, parce qu'elle est beaucoup moins dense. Et elle est à 4000 degrés. Ouais, mais il n'y a pas de rouge sur la photosphère, Evelyne. La granularité, les cellules en grain de riz aussi, il y en a qui appellent ça comme ça, c'est des dégradés de jaune en fait. Redemande-moi si c'est pas clair. Pose-moi. Enfin, n'hésite pas à me reposer la question. Alors, en attendant, voilà, on va faire un petit survol de Mars. Donc la dernière fois, alors à gauche là, ça doit être Phobos. Voyons, je vérifie. Ouais, c'est bien Phobos, la petite lune de Mars qui fait 20 km. On va se rapprocher un petit peu. Alors, on a au
pôle nord, donc là ça doit être le sud. Ah non, le pôle sud est là, donc le pôle nord doit être par ici. Voilà. On a le fameux pôle nord glacé de Mars où il y a énormément d'eau gelée, plus que sur le pôle nord terrestre. Et j'aimerais vous montrer la Vallis Marineris et les volcans, les monts Tarsis. Alors ça doit être par ici. Donc il faut que Mars tourne. Ouais, voilà, c'est de l'autre côté par là. Voilà, je pense voilà, qu'on y est. On a la Vallis Marineris ici. Donc cette faille absolument gigantesque qui fait 3500 km. Hein, c'est la taille des États-Unis, cette faille qui est là. C'est vraiment colossal. Je vais ralentir un peu sa rotation. On va aller se poser à l'intérieur, mais pas tout de suite. Ça, c'est Noctis Labyrinthus. Le labyrinthe de la nuit, c'est absolument gigantesque. Ça fait plus de 800 km, je crois. C'est vraiment colossal. Là, on a les monts Tarsis. Alors, on a ici le mont Arsia. Alors, attendez qu'il y ait un peu plus de lumière. Voilà, je vais ralentir. Donc, c'est pas le plus haut, mais c'est celui avec le plus gros cratère, le mont Arsia. Là, au milieu, on a le mont Pavonis. Alors, Arsia, je crois qu'il fait quand même 15 km. Pavonis, il me semble qu'il fait 16. Et celui-ci, Ascreus, il fait 18 km de haut. C'est vraiment gigantesque. Là, on a Mickey. Au milieu, là. Donc ça, c'est juste un cratère. Hop. Petit cratère. Non, il s'appelle pas Mickey, hein, je plaisante. Et Olympus, il est là en bas. Il est ici, Olympus Mons. Donc, ce qu'on appelle un volcan bouclier, parce que la lave voilà, s'écoule très lentement et forme une montagne. Donc là, on est à 22 km d'altitude. Et on voit que voilà, sa caldeira est multiple. Il y a eu des tas et des tas d'éruptions. Donc tout ça, c'est très 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 ancien sur Mars. Ça a environ... Ouais, il fait à peu près la taille de la France, le mont Olympe qui est ici, ouais, tout à fait. Ces formations géologiques, on pense qu'elles sont toutes plus ou moins liées. Elles ont 3 milliards et demi d'années. Et a priori, l'immense déchirure qu'est la Vallis Marineris enfin non, pardon, non, je dis une bêtise. Noctis Labyrinthus qui est là serait lié en fait au terrain qui a été déformé par l'évolution géologique, si on peut dire, des volcans, qui sont ici les 3 monts Tarsis. Il serait responsable de Noctis Labyrinthus. Après, la Vallis Marineris, on ne sait pas exactement comment elle s'est formée. On pense que ça a un lien. En fait, on pense que tous ces volcans et la Vallis Marineris sont liés d'une manière ou d'une autre parce qu'ils ont à peu près, a priori, à peu près le même âge. Ils ont commencé à se former au même moment. Donc, comme c'est quand même dans la même zone, il y a de fortes chances qu'il y ait un lien de cause à effet entre tous ces monuments géologiques de Mars. Alors, je vous avais parlé d'un lever de soleil sur Mars et d'un coucher de soleil sur Mars. Donc on va y aller. J'ai enregistré une petite... voilà. Une situation qui me plaisait bien. Donc là, on a Ascreus Mons sur la gauche, donc le deuxième volcan le plus haut de Mars et aussi le deuxième volcan le plus haut du système solaire. Et là, qui est à peine éclairé dans un crépuscule, on a le Noctis Labyrinthus qui est très impressionnant. Et donc, si on prend un petit peu de champ, là je vous remonte tout ça, on a ensuite Vallis Marineris qui commence là et qui s'étend sur 3000 km. Donc l'idée, ça serait d'aller survoler un petit peu ça et puis aller voir le soleil se coucher. Ça vous va comme plan ? En plus, il se passe un truc assez étonnant sur Mars, quand le soleil se couche ou se lève.
on a des couleurs très différentes de ce qu'on a sur Terre. Donc voilà, on survole Noctis Labyrinthus. Maintenant, on survole Vallis Marineris. Alors, pour rappel, hein, ça fait quand même dans les 600 km de large. Et les espèces de falaises là, que vous voyez peuvent faire jusqu'à 7 km d'altitude. Donc c'est vraiment, vraiment hors de taille. On a du mal à se représenter en le survolant comme ça l'amplitude de la formation. Et donc on pense qu'il y a eu de l'eau. Hein. Bien sûr, à une époque là-dedans, il y a des dépôts apparemment alluviaux au fond de Vallis Marineris. Donc moi je propose de se mettre par exemple par ici. Alors j'ai juste un peu peur que on voit pas très bien, voyons. Si on risque de voir le soleil se lever, allez, on essaye, on va s'écraser là. Bim. On s'écrase. Hop là. Alors, le soleil est là. On a Jupiter. Donc si je suis les orbites comme le système solaire est un plan, eh bien je devrais obligatoirement trouver l'endroit où le soleil va se coucher. Voilà. J'accélère le déroulé du temps. Ça c'est Phobos, la Lune sur votre droite qui est en train de remonter là. Et donc le soleil va descendre. Voilà, il arrive. Je vois un truc sympa qui s'approche aussi. Allez, on ralentit. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que ce petit point ici au centre de l'écran? Allez, je vous aide et je vous aide pas. Le petit point à côté que vous voyez à peine, qui est rouge, c'est Antares. Mais ce petit point-là, qu'est-ce que ça peut être? Blandine, Evelyne, Simon, Marion, qui aurait une idée? Personne? Ah bah, je suis pas allé chercher compliqué, hein. Qu'est-ce que regarderaient... Bravo. Que regarderaient des astronautes sur Mars? Bah, évidemment, ils regarderaient, si possible, la Terre. Donc c'est ça, c'est la Terre. On va vérifier. Alors ce qui est drôle, c'est que j'ai laissé le temps défiler. Donc si je zoome énormément, on va voir notre point bouger. Voilà, la Terre descend. Hop. Donc ça, c'est comme quand on est au télescope. On est obligé de recentrer en permanence. Tac. Donc voilà, on a un croissant de Terre. Alors il faudrait un sacré télescope hein, pour la voir comme ça depuis Mars, mais bon, ça reste possible. Et ouais, ça sera peut-être l'un des trucs les plus difficiles hein, pour des astronautes sur Mars, de ne plus avoir accès à la Terre que comme ça. Oui, les phases seraient bien visibles, ouais, il n'y a absolument aucune raison, du moment que l'objet qu'on regarde est plus près du Soleil que nous, il y a forcément un phénomène de phase. Ouais, bah là on est déjà à quelque chose comme 100 millions de kilomètres hein, de la Terre. Alors, on va l'envoyer se coucher, le Soleil, comme on avait dit. Donc la Terre va disparaître à l'horizon. Alors j'accélère bien, mais je vais ralentir. Voilà, je ralentis. Alors regardez bien, alors je pense qu'il y en a qui le savent. Marion, je suis quasiment sûr qu'elle le sait, vu qu'elle travaille en planétarium, c'est le genre de truc qu'on dit. Blandine, ça m'étonnerait pas que tu saches aussi. Qu'est-ce qui va se passer quand le soleil va descendre sur l'horizon? J'accélère un tout petit peu. Les couchers de soleil sont différents sur Mars et sur Terre. Regardez bien.
Alors c'est assez connu parce que sur les photos des rovers, voilà, bravo Simon, exactement. Ça va être tout bleu. Hein, on est dans RRR, mais en version tout bleu. Voilà, regardez. Hop, je ralentis beaucoup. On a un soleil qui est tout bleu et le ciel près de l'horizon est tout bleu au lieu d'être rouge. Donc là, on n'a pas du tout le même phénomène que sur Terre avec l'atmosphère terrestre qui, aux endroits où elle est plus dense, coupe les longueurs d'onde les plus courtes et laisse passer les longueurs d'onde les plus longues, à savoir le rouge, ce qui fait qu'on a un ciel et un soleil rouge. Sur Mars, on a exactement l'inverse. Et en fait, la raison est assez... Ouais, c'est joli. Hein. La raison est assez étonnante quelque part. Enfin, étonnante, oui et non. Tu sais pourquoi, Simon? Allez, avant de partir de là, je vais me mettre de l'autre côté. On va s'offrir aussi un lever de soleil. C'est- Ouais, c'est ça. C'est les particules qui sont très très fines. Ouais, c'est ça. C'est la poussière martienne exactement qui diffuse. Au contraire que les longueurs d'onde courtes. Enfin, pas que les longueurs d'onde courtes, mais qui laisse très très bien passer les longueurs d'onde courtes. Ouais, c'est ça. Et donc, on a beaucoup plus de bleu qui passe et beaucoup moins de rouge. Et donc, on a cette impression de ciel totalement bleu autour du soleil, uniquement au coucher et au lever du soleil. Donc, on va voir aussi au lever du soleil. Donc là, on a pareil, Phobos ou Deimos qui est passé très vite. Donc, je fais passer le temps très vite, hein, évidemment. Hop là, et je l'ai fait passer trop vite. Je me suis fait avoir alors qu'en plus, je suis bête, hein, parce qu'il y a la Voie lactée au-dessus. Donc, hop, je le renvoie se coucher. Je triche un peu. Voilà. Donc voilà, on voit bien à l'horizon qu'on a du bleu qui apparaît. Ce qui est vraiment très, très différent de ce qu'on a sur Terre. Hein. Ah, super, sur Cora. Bien joué. Donc voilà, et le matin aussi, on a ce soleil bleu qui se lève. Et donc ça a été très bien illustré, enfin imagé en tout cas par les rovers. Et voilà, un lever de soleil dans la Vallis Marineris, comme je vous avais promis. Alors, on va décoller. Donc je vous propose rapidement. Alors on va essayer de faire plus court. Hein. La semaine dernière, bon c'était ma première, on s'est bien fait plaisir. Enfin moi je me suis bien fait plaisir en tout cas. Je suis resté 2 heures. Voilà, je vais pas vous prendre 2 heures. On va essayer de faire une séance d'1 heure. Donc voilà, on recule. On va aller voir Jupiter et on va s'intéresser de près à la surface de Jupiter parce qu'elle est quand même, c'est la surface la plus tortueuse du système solaire hein, et peut-être l'une des plus belles. Moi, je sais que au télescope, je préfère presque observer Jupiter que Saturne. Disons que Saturne, voilà, on est très content quand on a vu ses anneaux, bien sûr. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup plus à voir. Éventuellement, on peut essayer de voir la division Cassini, la division Encke pour ceux qui ont un ciel incroyable. Oui, 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 Bloody Sunday, c'est Simon Labruni. Mais Jupiter, voilà, elle offre quand même vachement plus de choses au télescope que Saturne. Allez, go pour Jupiter. Je vous ai préparé aussi une petite vidéo. Alors je vais mettre les astres aussi en mouvement, plus que la semaine dernière, parce que c'est un truc que je trouvais dommage, c'est que je l'ai montré un peu trop fixe. Donc voilà, j'accélère beaucoup le temps. Hein. Là, on est quelque chose comme peut-être x100. Et donc on voit, alors est-ce que c'est le pôle Nord? Je dirais que c'est le pôle Nord, mais j'en suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Là, on a le pôle Nord de Jupiter, donc on peut voir aussi qu'on a des aurores, même si là, elles sont un peu... j'ai exagéré les aurores pour bien en profiter tout à l'heure. Donc là, on a le pôle Nord, la grande bande orange principale. Donc on est, entre guillemets, à l'envers, là. Hein. Si vous voulez, je vais remettre
le sens dans lequel on a plus l'habitude de voir Jupiter. Voilà. Enfin, si je dis pas de bêtises, hein, elle est dans ce sens-là, peut-être je me trompe. Ça me semble bon. Alors, quand on regarde Jupiter comme ça, par endroits, on peut voir des taches très sombres. Très très sombres. Et peut-être, tiens, par exemple ici, là, cette tache noire. Donc, en gros, il y a deux solutions. Soit c'est juste que c'est des zones un peu moins denses, et donc on pénètre plus dans... Oh! Salut Jean-Baptiste, ça me fait plaisir que tu sois là. Alors je vous présente Jean-Baptiste Feldman, qui est un astrophotographe quand même assez connu en France, qui travaille avec Futura par exemple, qui a un très beau blog qui s'appelle Cielmania. Donc je disais, les taches sombres, soit on pénètre juste un peu dans l'atmosphère de Jupiter, soit on a carrément un petit point de vue sur l'océan d'hydrogène métallique qui pourrait exister sous la surface de Jupiter. Alors je vous propose pour illustrer ça de voir un des périjovs, c'est-à-dire un des survols faits par la sonde de Juno. Alors j'ai accéléré aussi l'image. On commence par le premier aussi. De la longueur de diffusion de cette tache très sombre. Peut-être que là-dessous il y a quelque chose qu'on ne connaît pas du tout sur... Ah, la musique, merci. Voilà. Donc je disais oui, les taches sombres, merci Blandine, nous permettent peut-être de voir quelque chose qui n'existe pas sur Terre, à des conditions de température et de pression qui n'existent pas, qu'on pourrait peut-être reproduire en laboratoire, mais bon, c'est pas très loin d'être évident, où l'hydrogène deviendrait conducteur et métallique. Et vu les quantités phénoménales d'hydrogène qu'il y a dans Jupiter, on suppose qu'il peut y avoir un océan de plusieurs centaines de kilomètres d'hydrogène métallique pur. Ce qui serait assez incroyable. Donc voilà, ça c'est des images alors qui sont bien retraitées, hein, bien retravaillées quand même. Là je suppose que c'est la grande tache rouge des survols de Juno. Donc cette sonde qui est arrivée en 2016 je crois autour de Jupiter. C'est des vraies images, hein. Juste voilà, les contrastes sont très, très retravaillés pour qu'on profite vraiment bien de cette surface hyper tortueuse. Et là, il y a un dauphin qui va passer à l'image. Est-ce que vous le voyez? Voyez-vous le dauphin? Oui, bravo. Il a été vraiment appelé comme ça, hein, ce nuage. Alors, est-ce qu'il est resté longtemps? Je ne sais pas exactement. Pour être très franc, j'en avais jamais entendu parler avant de bosser pour ce stream là sur ce périjove, parce que j'en ai, je sais pas combien de périjove, j'en dois en avoir une quinzaine en stock, et j'avais jamais entendu parler du dauphin. Je suis tombé dessus en cherchant un peu des infos dessus. J'ai vu que voilà, il y avait ce nuage qu'on avait appelé comme ça. Je suppose que il a été visible qu'au moment où il y a eu ce survol. Il n'y a pas de raison qu'il reste, hein. Il devait être là plusieurs semaines et c'est tout. Oui, très bonne question. Alors justement, j'ai envie de travailler sur ce genre de choses avec vous. Alors, effectivement, au niveau des contrastes et des couleurs, ça serait pas exactement comme ça. Ça serait plutôt tac. Il faut bien enlever du contraste. Voilà. Ça serait probablement quelque chose comme ça. Non, c'est les vraies couleurs, hein. C'est les vraies couleurs, c'est juste le contraste qui est souvent exagéré. Donc voilà, c'est pas rouge, c'est plutôt orange pâle, comme on le voit là. Le sombre serait plutôt gris, un peu fuzzy, diraient les Anglais, un peu flou. Voilà. Et donc ce collier de perles là, les ouragans moins connus que la grande tache rouge, mais qui sont aussi très impressionnants. Alors moi je l'ai cherché, hein, le dauphin, sur mon image dans mon logiciel, mais je l'ai pas. Alors la dernière fois, si je dis pas de bêtises, comme lune, je vous ai amené voir Europe. Et là, comme on est sur l'esthétisme pur, hein, c'est le thème un peu de ce stream, j'ai eu envie de prendre une lune dont on parle très peu, qui est pas une mal aimée, mais enfin, pardon, c'est pas les orbites que je voulais apparaître, c'est les noms, qui est pas une mal aimée, mais enfin qui fait moins la une des journaux, on va dire.
Alors, c'est pas Ganymède. C'est la lune la plus lointaine parmi les 4 lunes principales. Alors, ça doit être celle qui est là-haut. Voilà, c'est Callisto. Donc, Callisto, qui est peut-être la plus belle lune de Jupiter. On en parle, voilà, pas très souvent parce que elle n'a pas d'éruption volcanique comme Io. Elle n'a pas une croûte de glace incroyable, striée de rouge et de sel comme Europe. Elle n'est pas aussi grosse que Ganymède, qui est plus grosse que Mercure. Et elle n'a pas tous ces volcans en éruption comme Io. Enfin, je crois que je l'ai déjà dit. Bref, c'est un peu la mal-aimée, un peu l'Uranus des lunes de Jupiter. Et en fait, c'est celle qui a la surface la plus dingue. Elle est vraiment magnifique. Alors là, je vais remettre un peu plus de luminosité. Tac, voilà, qu'on en profite bien. C'est probablement la plus vieille lune de Jupiter. En tout cas, c'est la surface la plus cratérisée de tout le système solaire. C'est-à-dire qu'elle est tellement cratérisée que la moindre météorite qui s'écrase à la surface de Callisto va forcément effacer un autre cratère. Vous voyez de toute manière, hein, c'est flagrant. Elle a des couleurs en plus assez dingues qui vont du blanc, alors il y aurait de la glace pure à sa surface, au rouge, au brun plutôt, et au vert. Alors j'ai essayé de chercher ce qu'était exactement le vert. Pour être très franc, j'ai pas trouvé. Le seul truc que j'ai trouvé peut-être, c'est que ça pourrait être ce qu'on appelle de la roche-mère, c'est-à-dire de la roche qui serait remontée après des impacts, dans laquelle il pourrait y avoir d'ailleurs des composés organiques. Alors, pas des extraterrestres, hein, mais d'azote, phosphore, des choses comme ça. Ah oui, il y a aussi autre chose qui est assez intéressant. Oui, peut-être du fer en effet. Autre chose qui est assez intéressant, c'est que, alors vous voyez, j'ai vachement accéléré le temps, on voit Jupiter qui tourne derrière comme une folle. Je vais ralentir un petit peu quand même, c'est un peu exagéré. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, Callisto serait complètement morte en fait. Elle aurait pas d'activité, pas de noyau non plus. Enfin, pas de noyau. En tout cas, elle n'est pas différenciée, elle n'est pas totalement différenciée. Elle aura un noyau partiellement liquide et mêlé au reste de son intérieur. Elle a peut-être un océan qui pourrait faire jusqu'à 100 km ou plus. C'est le genre de choses que vont étudier la sonde JUICE qui devrait partir en avril. Là. Vous savez, Jupiter Icy Moons. Jupiter Icy Moons Explorer, un truc comme ça. C'est la sonde européenne qui décollera en avril avec une Ariane 5, je crois. Voilà, donc je la trouve très belle. Elle est vraiment très intéressante, cette lune. Alors, on n'a pas une surface hyper détaillée parce qu'on ne l'a jamais survolée de très très près. Alors, je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps si je veux respecter mon heure. Donc, on va y aller. Alors, tiens, je vous propose. Je vous laisse le choix. Est-ce qu'on fonce vers Saturne et on se refait l'image avec laquelle j'avais teasé d'ailleurs ce stream, qui serait en gros l'image de Cassini, vous savez, avec la Terre sous les anneaux? Ou est-ce que on va voir Neptune et on se fait plutôt l'une des dernières images de Voyager avec Neptune et Triton? La Terre sous les anneaux de Saturne ou Neptune à quelques millions de kilomètres de la planète. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, le premier qui vote, il sera exaucé. Tu votes Neptune? Ouais, c'est plus original. Allez, bravo. Parfait. Alors, on dit au revoir au système de Jupiter. Donc Saturne, Uranus et Neptune qui sont là-bas. On pourrait presque faire Voyager là, en passant de l'une à l'autre. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Tac, tac. Donc, je vous rappelle, choix difficile. Hein. Ouais. Et alors, tiens, c'est rigolo d'ailleurs, parce que je crois
Je cherchais la date exacte de prise de cette photo par Voyager 2. Et je crois que c'est sur ton site, Jean-Baptiste, que je l'ai trouvé. Je l'ai noté d'ailleurs, alors c'est je crois en 89, hein. Ça devait être en août. Voyons. Ouais, 31 août 89. Et c'est grâce à toi que j'ai trouvé ça. Alors apparemment on est entre guillemets à l'envers. Je vais ralentir là, il est un peu fou ce manège. Hop, voilà la belle Neptune. Alors pareil, hein, si on veut des couleurs plus réalistes, il faut enlever un peu de luminosité. Voilà, je pense qu'on verrait ça plutôt de cette manière-là dans l'espace. Ah non, non, on était dans le bon sens, zut. Je nous ai fait tourner pour rien. Parce que je vois la grande tache noire là. Voilà. Alors, cette belle géante glacée, on va la regarder de loin. Là, le point blanc, ça doit être Triton, je vérifie, mais il y a toutes les chances. Voilà, c'est bien Triton. Donc le but, c'est de mettre Triton juste en dessous de Neptune. Et le tout en croissant. Ah oui, mais non, ce qu'il faut, ouais, voilà, ce que j'avais envie de faire, c'est de se mettre à la bonne date, pardon. Parce que c'est pas pour rien que j'allais chercher la date. Donc 1989. Et j'ai dit 31 août, donc 08.31. Et tac. Voilà. Donc, est-ce que Triton est là ou pas? C'est toujours Triton, c'est parfait. Alors, zut, j'ai merdouillé. Voilà, Triton est là. Alors, pourquoi j'ai merdouillé Pourquoi j'ai merdouillé Voilà. Là, ça me paraît mieux. Ah, c'est marrant, quand je m'entraînais, c'était facile à faire, et là, je galère. On va le mettre, comment déjà? Comme ça, je me souviens plus. Comme ça, c'est comme ça. Voilà. Tac. Ah bah j'y arrive plus. Ah voilà, ça y est, c'est la fatigue. C'est la loose. Je suis désolé, j'y arrive plus. Ah bravo, félicitations. Pourquoi j'y arrive plus? Pourtant ça me paraissait tout simple, je l'ai fait plein de fois. Mais je me disais que c'était casse-gueule. Voilà. De faire ça en direct, d'essayer de retrouver la bonne position, je me disais bien que c'était casse-gueule. Pourtant, voilà, il faut que je sois comme ça, mais il faut que j'ai Triton devant. Si je suis Triton, logiquement, ça doit être bon. Eh non. Eh non, j'y arrive pas. Désolé, je vais pas y arriver là. Bon, je vais pas vous faire galérer si longtemps. Je sais plus comment j'avais fait. Voilà, c'est ce genre de position, mais en croissant. Et là, j'arrive plus à retrouver ce croissant. Bon, bah, il faut bien rater quelque chose, hein. Tant pis, vous m'en voudrez pas. Enfin, vous m'en voudrez d'ailleurs, peut-être. Alors, après Neptune, je proposais ouais, de regarder la Carène. La dernière fois, on est allé voir Orion, qui est quand même très 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 belle nébuleuse, très très bien modélisée. Et là, j'ai envie de vous en montrer une autre. Donc, on va aller prendre la Carène, pardon, qui est pas très loin d'Orion. Alors, si vous la voyez passer, dites-le moi. Alors voilà, on a les Pléiades ici. La poupe, la Carène est là. Voilà. Voilà, désolé hein, pour Neptune, j'ai merdé. Donc, là, on a une nébuleuse au centre de l'image. Alors, je vais rendre l'image un peu plus lumineuse. Voilà, on a dans la Voie lactée une belle nébuleuse orange-rouge.
Et donc c'est la carène. Hop, on va zoomer dessus. Donc là on traverse les étoiles à des vitesses supraluminiques. Et on se rapproche donc d'un très vieux nuage de gaz qui date quasiment qui a l'âge de l'univers, qui s'est formé quelques années après le Big Bang. Donc ça c'est de l'hydrogène H2, c'est de l'hydrogène ionisé en fait, c'est-à-dire que des étoiles se sont formées à l'intérieur, des étoiles bleues, des étoiles géantes, et leur lumière ultraviolette va ioniser ce gaz, c'est-à-dire séparer l'électron du noyau. Et d'autres étoiles d'ailleurs vont naître ensuite là-dedans, c'est une pouponnière d'étoiles. Donc c'est une des nébuleuses les plus photographiées, la nébuleuse de la Carène. Il y a à l'intérieur la montagne mystique, il y a le doigt de Dieu, s'il y en a à qui ça parle. Vous irez voir sur internet cette nébuleuse si vous ne la connaissez pas, la nébuleuse du doigt de Dieu, c'est assez rigolo. Et voilà, on va en faire le tour, cette magnifique nébuleuse. Donc elle est gigantesque, hein. Elle fait, je ne sais plus, 300 ou 400 années-lumière de diamètre, c'est un truc de fou, elle est vraiment colossale. Et il y a donc des étoiles gigantesques à l'intérieur, dont une que j'ai envie de vous montrer. Alors si je la retrouve au premier coup d'œil, c'est elle. Oui, c'est elle. Je suppose, Jean-Baptiste, que tu te doutes de laquelle je parle. Enfin, maintenant c'est apparu, bien sûr. C'est Eta Carina. C'est une des plus grosses étoiles au niveau masse connue. C'est une étoile qui fait entre 100 et 150 masses solaires. Et qui est elle-même responsable d'une nébuleuse. Oui, le doigt de Dieu, tu vois ce que c'est. Une nébuleuse assez dingue qu'on appelle l'homoncule. L'homoncule, c'est-à-dire le petit homme. Il n'y a pas de truc grivois là-dedans. Et c'est une étoile de type Wolf-Rayet. C'est-à-dire que c'est une étoile... Ouais. Oui. Il y a plusieurs étoiles. Mais bon, l'étoile principale, qu'on ira voir d'ailleurs. Hein. Donc voilà, là on voit la nébuleuse de l'homoncule avec ses deux lobes et puis la structure centrale en anneau. Et donc à l'intérieur, alors il y a au moins 2 étoiles, mais une en particulier. Donc la fameuse Eta Carina. Est-ce que je suis toujours dessus? Ouais, je suis toujours dessus. Donc on va zoomer. On va rentrer dans cette nébuleuse. Et je vais vous montrer un monstre. Donc c'est une étoile de Wolf-Rayet. C'est une étoile très instable qui reste très peu de temps sur ce qu'on appelle la séquence principale, c'est-à-dire la durée de vie principale de l'étoile, le moment où elle est à l'équilibre en fait hydrostatique, où elle n'explose pas ni rien, quoi. Les étoiles de Wolf-Rayet en sortent très très vite. Et d'ailleurs on voit, hein, ça c'est le vent solaire qui est modélisé comme ça. Elle est en train d'exploser. Elle est en train, oui, de se transformer, c'est peut-être la meilleure manière de le dire. Elle est en train d'éjecter énormément de matière, et c'est cette matière éjectée qu'on voit autour d'elle. La nébuleuse de l'homoncule, c'est ça, hein, pas la Carène, parce que la Carène c'est beaucoup trop grand, mais la nébuleuse dans laquelle elle se trouve, avec ces 2 lobes là, c'est elle-même qui l'a créée. Donc oui, il y a une petite étoile autour, enfin une petite, qui fait une vingtaine, une trentaine de... Ouais, on s'éclate, hein. Qui fait une vingtaine ou une trentaine de masses solaires, mais Eta Carina, elle fait plus de 100 masses solaires. Pour vous dire, elle est tellement massive que quand on l'a découverte, elle a fait partie de ces quelques étoiles qui pouvaient remettre en cause la théorie de formation des étoiles et d'évolution des étoiles. Parce que justement, elle était un peu trop grosse. Selon certains modèles, elle aurait dû directement s'effondrer en trou noir, ce qui n'est pas le cas. Donc si j'accélère un peu le temps, on la voit en mouvement. Alors on peut s'amuser à aller voir si elle est faite comme le Soleil, vue de près. En fait, oui. Hein. Si on zoome beaucoup, voilà, on voit la granularité également. Alors peut-être je peux baisser la luminosité pour qu'on voit mieux. Voilà, on voit les cellules convectives. Et donc cette étoile, alors elle a même des petites taches solaires. Donc cette étoile va exploser sous peu. Hein, probablement dans moins d'1 million d'années, quoi. Non, vraiment très 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 peu de temps. Au niveau de diamètre, c'est pas mal aussi. Hein. Voyons, on a là son diamètre
Voilà, 100 diamètres solaires, tout simplement. Elle est 100 fois plus grosse que le Soleil. Alors vous allez me dire, il y a des étoiles plus grosses que ça, comme Betelgeuse et autres, mais voilà, c'est pas encore vraiment une étoile dégénérée, hein. Elle est moins avancée encore que Betelgeuse, mais beaucoup plus massive. Beaucoup plus massive. Donc elle explosera, peut-être en supernova par instabilité de paire, en tout cas une supernova de type 2 elle-même, quoi, hein, elle explosera elle-même. UY Scuti aussi, ouais. Et donc j'avais aussi envie de vous montrer un résidu de supernova. Et je vais vous montrer un résidu de supernova. Ah non, mince, je l'ai pas enregistré. Je suis bête. Je vais aller la chercher comme ça. Hop. Une supernova historique qui a dû être visible en 1006. Alors ceux qui l'ont noté sont les Chinois. Alors là, c'est drôle parce qu'on touche un peu aux limites, pas physiques du logiciel, mais aux limites astronomiques. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, il n'y a pas de résidus compacts à l'intérieur. J'ai appris il y a peu que les étoiles Wolf-Rayet peuvent être produites soit par des étoiles massives de masse intermédiaire, soit par des étoiles massives de la référence. D'accord. Soit par des étoiles de masse intermédiaire, c'est-à-dire des étoiles d'environ 5 à 10 masses solaires. Ok, pour moi, les Wolf-Rayet, c'était des étoiles. D'accord, super intéressant. C'était des étoiles pour moi de plus de 15-20 masses solaires. Ok, bah je creuserai là-dessus, mais de toute façon, les Wolf-Rayet, on les connaît depuis pas très longtemps, donc je suis pas surpris que les modèles changent. Merci Marion. Alors regardez l'image. Ouais, je noterai la référence, tiens. Je vais pas noter là, mais je noterai. Voilà la photo, alors je crois que c'est Hubble, de cette supernova. Et en fait, je pense que l'excellent programmeur qui tout seul a fait ce logiciel s'est un peu fait avoir par l'étoile que vous voyez au centre de la supernova. Donc ça, c'est un résidu de supernova de type 2. Et on voit une étoile au centre, quoi. Du coup, il a fait aussi une étoile au centre. Sauf que cette étoile, elle est probablement pas dans la nébuleuse, elle doit être entre la nébuleuse et nous. Elle est optiquement devant la nébuleuse, mais elle n'est pas à l'intérieur, parce qu'en fait, il n'y a pas de résidu là-dedans. Donc, je pourrais la faire disparaître, mais bon, peu importe, on s'en fiche un peu. Je trouve qu'elle est quand même assez bien modélisée, elle est jolie, et donc elle a explosé en l'an 1000, quoi, hein. C'est les Chinois qui ont noté ça. Nous, on aurait commencé à en parler vers 1060. Alors ça paraît très étonnant parce que je vois pas, elle n'a pas pu rester visible à l'œil nu. Oui, c'est des couleurs réelles. Elle n'a pas pu rester visible à l'œil nu pendant 60 ans. Donc c'est assez étrange, il y a un truc qui est pas clair. En tout cas, elle était très claire, cette nébuleuse. Quand elle a explosé, elle était aussi visible qu'un quartier, un croissant de lune. Donc c'est une magnitude, pour ceux à qui ça parle, qui tourne autour de -7, -8, quelque chose comme ça. Donc c'est gigantesque. On dit qu'elle a pu produire des ombres à la surface de la Terre. Et ça serait la seule étoile, à l'exception du Soleil, à avoir jamais pu produire des ombres à la surface de la Terre. Donc voilà, bon, si on veut, si on est vraiment, comme moi, un peu perfectionniste, on a envie de faire ça. Tac, voilà. Donc ça devrait ressembler en vrai à ça. Je vous montre. Tac. Voilà. En vrai, ça devrait ressembler à ça, c'est-à-dire pas d'étoile au centre. Il ne reste plus que la coquille de gaz éjectée. Donc ça fait 1000 ans que cette coquille se répand dans l'espace. Alors, on va remettre les étoiles procédurales. Donc j'ai enlevé les étoiles procédurales, on appelle ça comme ça. C'est les étoiles qu'on suppose exister, mais... C'est on croirait SN 1054, mais non, c'est SN 1006. Elle fait partie des quelques supernovas historiques. Et alors c'est vrai, oui, alors je pense savoir pourquoi tu me demandes si je confonds avec 1054, parce qu'il y a un peu la même histoire pour SN 1054. Au niveau des sources, les dates correspondent pas toujours, et on a surtout des sources chinoises. Je le sais parce que j'avais beaucoup bossé dessus quand je bossais au planétarium. J'avais créé un script pour Stellarium où je faisais apparaître SN 1054. Mais en fait, il y a quasiment la même histoire pour SN 1006. Où est passée l'étoile? Je l'avais fait disparaître. Ah, où elle est passée? Elle a explosé, en fait.
C'est une supernova de type 2 à effondrement de cœur, donc elle a vraiment totalement explosé. Il n'y a plus que l'enveloppe qui se déploie dans l'espace, donc il n'y a pas de résidus stellaires. Il n'y a pas de... Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait 2 théories. Non, on n'a rien trouvé. En tout cas, on n'a rien trouvé. Il pourrait éventuellement y avoir un trou noir tout petit, tellement petit qu'on ne l'aurait pas trouvé, mais voilà, on n'a rien trouvé. Il y a une autre théorie, ça serait pas une supernova de type 2, ça serait deux naines blanches qui se seraient percutées. Voilà. Alors, peut-être que c'est ce qu'il a voulu faire ici, parce que c'est ce qu'il représentait, mais en même temps, je crois qu'on a 2 naines blanches si on zoome assez. Voilà, il y a plusieurs trucs. Mais de toute façon, elles ne devraient plus rester. Même si c'est des naines blanches, elles ont explosé en supernova, donc il ne devrait plus rien rester, quoi. Alors, pour terminer, je vous propose de finir sur des jolies galaxies. Moi, une de mes préférées. Alors, on va retourner vers chez nous dans le système solaire, parce que là, on est parti très très loin quand même. Tiens, près de la Terre. Tiens, on aime bien la Terre. Ouais, la Terre. Tac, on va faire comme ça. Hop. On va retourner près de la Terre pour voir une galaxie qui est située juste en dessous de la Grande Ourse. Donc je suppose que certains vont deviner de laquelle je parle. Voilà, on va tourner un petit peu l'image. Tac. Allez, qui devine quelle galaxie je vais vous montrer, qui est presque dans la Grande Ourse, mais pas dans la Grande Ourse. Bon, je pense que pour Jean-Baptiste, c'est un peu trop facile. C'est une galaxie des chiens de chasse. Observée pendant 2 ans, il s'agit vraisemblablement de la supernova la plus brillante des temps historiques. Et ouais, c'est l'une des 4 supernovas qui ont pu être observées. Ouais, c'est ça, t'as copié Wikipédia. Je suis allé, je suis allé bosser dessus tout à l'heure pour préparer ça. Donc on a bien lu les mêmes choses, ouais. Donc, voilà, j'ai envie de vous montrer M51, Whirlpool, le tourbillon. On va la chercher comme ça. Donc, elle est très proche d'Alcaïde, l'étoile de la queue de la Grande Ourse. Mais c'est une étoile des chiens des chiens de chasse. La constellation des chiens de chasse. Donc, on y va. Allez, go. Donc là, on voyage vraiment dans l'espace. Là, on est au milieu des galaxies. Et donc voilà Whirlpool. Donc ces 2 galaxies en interaction. D'ailleurs, toutes les galaxies que je vais vous montrer, les 2 avec lesquelles on va terminer, sont des galaxies en interaction. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y en a une grosse et une petite, hein, que la spirale est la grosse et la boule est la petite. Et ben en fait, la boule, c'est une galaxie elliptique qui est plus massive que la galaxie spirale, qui est vraiment plate, on la voit par la tranche. Et oui, vive Wikipédia, Jean-Baptiste. La moitié des choses que je sais grâce à Wikipédia. Et donc, en fait, celle qui semble petite, en haut sur l'image, là, est en train de dérouler le pont de matière. En fait, ça se voit d'ailleurs relativement bien. Hein. C'est vraiment le pont de matière du tourbillon qui est déroulé par la galaxie elliptique qui est en train de l'aspirer, quoi. Je sais que j'aime pas trop employer le terme d'aspirer pour la gravitation, parce qu'après on arrive sur les trous noirs qui aspirent et tout. Mais bon, quelque part c'est ça. En tout cas, elle est en train de ployer l'espace et le temps pour faire chuter la matière du tourbillon à l'intérieur d'elle. Donc dans cette galaxie du tourbillon, il y a environ 100 milliards de soleils. Elle est un poil plus petite que notre galaxie. Et pour l'anecdote, il y a maintenant, alors on est en 2023, donc je dirais 3 ans, on a eu le coup de peau incroyable grâce à une lentille gravitationnelle de découvrir une planète en orbite autour d'un trou noir, ce qui est assez dingue, dans M51. Ça serait la première ou l'une des toutes premières exoplanètes découvertes dans une autre galaxie, et c'est vraiment par un coup de peau, hein, une étoile de la Voie lactée, pile alignée en fait avec cette zone de M51, et il y a une occultation. Enfin, je sais plus exactement comment, c'est probablement un transit qui a permis de repérer cette exoplanète de type Jupiter. Donc c'est quand même un gros truc. Alors voilà, elle est très belle. Whirlpool, bah oui, la marque d'électroménager s'est servie de ça comme logo pendant un moment. Alors, j'ai 2 galaxies pour terminer.
une qui est vraiment très rigolote, et puis une qui est trop mignonne. Enfin, les deux sont mignonnes en fait. On va commencer par la galaxie ARP 142 ou NGC 2936. Alors peut-être que ça parlera à l'astronome qui est parmi nous. Alors attendez, je l'ai enregistré, mais j'ai pas envie de vous montrer l'image, donc je vais passer par là. ARP 142. Ah, elle n'y est pas comme ça. Alors NGC 2936. Alors là, c'est une position un peu bizarre, on la reconnaît pas. En fait, elle est connue sous le nom de galaxie du Marsouin. Et d'ailleurs, c'est un des rares trucs qui n'est pas hyper fidèle aux images habituelles qu'on a. C'est qu'elle n'est pas très bien positionnée. Alors à mon avis, c'est pas grand-chose. Ouais, un dauphin, un marsouin, ouais, c'est très marin aujourd'hui notre stream. Voilà, en fait, on voit un marsouin et un œuf. Hein, on voit un genre de pingouin là, comme ça, avec un œuf. Donc on est un peu dans la même configuration que la galaxie du tourbillon. C'est-à-dire que la galaxie elliptique, donc celle qui est l'espèce d'œuf là, en fait déforme complètement l'autre galaxie. C'est pour ça qu'elle a cette forme complètement d'arc, de quart d'arc de cercle. Et elle se fait vraiment totalement déformée par la galaxie elliptique qui semble être derrière là par rapport à nous. Donc c'est super mignon, c'est vraiment très rigolo. Voilà. Et puis pour terminer, alors peut-être les galaxies, parmi les paires de galaxies en interaction qu'on a le plus vues, mais bon, dont personnellement je ne me lasse pas. Allez, je vais les chercher par là. ARP 273. Galaxie des roses. Deux galaxies également en interaction. Une spirale et une autre irrégulière qui ressemble un peu à Centaurus. Et voilà, je vous laisse. Ouais, tu les connais, j'imagine. Hein. On les a souvent vus. Moi, je les avais diffusés au moment de la Saint-Valentin. Je ne sais plus si c'était sur Quora ou sur Facebook. Mais voilà, c'est des images assez connues, prises par Hubble. Alors c'est un catalogue différent des galaxies NGC, là c'est ARP. Et alors c'est assez loin, je crois que c'est à 300 millions d'années-lumière de nous quand même. C'est vraiment très loin, mais comme disait notre défunt président Jacques Chirac, c'est loin, mais c'est beau. Enfin c'est beau, mais c'est loin. Voilà. Bon, bah, je vous remercie à tous d'être venus. Merci aux nouveaux qui nous ont rejoints. Ça fait plaisir, c'est super sympa. Et merci pas aux inconditionnels, c'est que le deuxième stream, mais merci en tout cas à tous ceux qui sont revenus après le premier. Et donc je vous annonce que la semaine prochaine, on fera un duo. Je vais commencer les duos avec Simon, donc, qui est là. Et on va faire quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. On va parler un peu d'histoire de l'astronomie. Et on parlera de consolation esthétique. On partira, j'en dis pas plus, mais on partira normalement de Galilée, du début de l'observation instrumentale. Oui, c'est la consolation esthétique qui te fait dire hein, c'est ça, mais je connaissais pas le terme. En fait, c'est Simon qui m'a sorti ce terme. J'étais très content parce que c'est ce moment où tu découvres qu'il existe un terme, que des gens ont pensé à mettre un terme à quelque chose que toi tu ressens depuis très longtemps. Voilà. Donc je développe pas plus, vous verrez ce que c'est, mais on va dire qu'il y a une vraie continuité avec la séance d'aujourd'hui. Voilà. Merci à tous. Merci d'être venus. Et puis bonne fin de soirée. À très bientôt. Ah oui, dernière petite chose. Normalement, parce que j'avais fait une mauvaise manip la fois d'avant, normalement, le live là sera enregistré et disponible sur la chaîne Notre Espace, si vous voulez le faire voir à des gens qui ne l'auraient pas vu. Bonne nuit à tous, merci d'avoir été là.